la chute de Bachar el-Assad, c'est d'abord le lâchage de sa propre armée. Mais c'est le commandant en chef de l'armée syrienne qui est allé à la télévision dire qu'eux, ils attendent ce qui arrive pour s'organiser et exercer le pouvoir ensemble. C'est le premier ministre de Bachar el-Assad en personne qui est allé à la télévision pour dire que vraiment, ça ne sert à rien de faire couler du sang, que leurs frères là qu'ils viennent, on va s'entendre et puis ils vont gérer la Syrie ensemble. Donc, deuxième leçon, un régime sans légitimité politique suffisante finit par tomber parce qu'il est lâché par ses propres forces. Bachar n'est pas tombé parce qu'il aurait été lâché par la Russie, non. Mais quand ton armée ne veut pas combattre, tes alliés ne peuvent pas te défendre. Quand ton armée, toi-même là, ton chef d'état-major ne veut pas combattre, il est assis dans la base militaire là-bas, désormais il se protège de toi grâce aux militaires. Et tu lui dis, mais c'est comment? Défends la capitale, il dit non. Président, c'est mieux que tu partes. On n'est pas prêt à mourir ici pour toi. Quand ton armée n'est pas prête à combattre, tu restes là pourquoi? Bachar el-Assad a bien compris. Mais c'est la situation de Blaise Compaoré en 2014. Mais Blaise Compaoré est tombé parce qu'il a bien vu que son armée là n'était pas prête à combattre. Il y avait un dernier carré de fidèles au palais présidentiel qui peut-être aurait été prêt à aller jusqu'au bout. Mais dans tous les cas, ils auraient été zigouillés parce que le gros de l'armée l'avait lâché. Compaoré quitte le pouvoir comme Bachar el-Assad parce que son armée l'a lâché. Les commandants en chef de l'armée burkinabé avaient lâché Blaise Compaoré. Donc quand tu prends ton téléphone, toi là, tu prends ton téléphone, tu appelles un tel, il ne répond pas bien. Ou il répond lentement. Hein, tu sens dans sa voix que vraiment tu le déranges. Il y en a même qui avaient déjà jeté leur téléphone en brousse. Il y en a qui avaient jeté leur téléphone. Ils ne répondaient plus. Tu appelles, il ne décroche pas. Tu appelles tel, il ne décroche pas. Mais en fait, tu sens que tu es débranché, il faut partir. Donc, attention, Africain. Bachar el-Assad tombe parce qu'il est lâché par son armée. Son armée a décidé de négocier avec les terroristes. Son armée a décidé de négocier un arrangement pour exercer le pouvoir avec eux. Même le chef du gouvernement, le premier ministre, il a préféré négocier avec les terroristes que de défendre son patron. Donc, voilà la deuxième raison. Et la deuxième raison est en rapport avec la première. C'est que le peuple syrien estime qu'il a assez donné à la famille el-Assad. 30 ans du père, 24 ans du fils, c'est trop. Vous avez entendu? Et ça, les Africains vivent cette expérience et savent ce que ça veut dire. Passons à la troisième raison. La troisième raison pour laquelle Bachar el-Assad tombe. Mais c'est que, selon les informations qui nous sortent, qui nous viennent à gauche et à droite, à un moment donné, lui aussi voulait manipuler certains groupes terroristes. C'est-à-dire que la Turquie, l'OTAN en général, ont financé et armé les terroristes depuis très longtemps pour faire tomber le régime de Bachar el-Assad. Mais à un moment donné, le régime de Bachar el-Assad, lui aussi, a voulu financer le terrorisme. C'est-à-dire, en fait, que lui aussi avait ses terroristes à lui, qui, au nom de l'islam, compris d'une manière bien sûr tordue, exerçaient la terreur la plus aveugle. L'OTAN avait ses terroristes, Bachar avait les siens. Pourquoi? Parce que Bachar n'avait pas réussi à obtenir la pleine participation du peuple. Du peuple syrien. C'est la troisième raison. Il a utilisé les méthodes de ses adversaires. Ses adversaires ont manipulé l'islam, lui aussi s'est mis à manipuler l'islam. Ses adversaires bénéficiaient du soutien des puissances de l'OTAN. Lui aussi s'est mis à chercher le soutien de certaines puissances de l'OTAN. Dans ces conditions, ses alliés traditionnels, la Russie et consorts, n'étaient plus à l'aise pour le soutenir. Une fois qu'ils se sont rendus compte que lui, il essayait, pour ainsi dire, d'être soutenu par tout le monde. Qu'il essayait, par exemple, d'obtenir des Anglais, des Américains, des Français, qu'ils le soutiennent, en même temps qu'il comptait sur la Russie pour protéger son régime. Mais la Russie a regardé aussi le fait que la population ne le soutient pas, le fait que l'armée ne combat pas sérieusement. Pourquoi voulez-vous que l'armée russe essaye de défendre un pouvoir qui n'est pas populaire, essaye de défendre un pouvoir qui a été lâché par son armée et son gouvernement?
Si ton armée est déterminée à combattre avec toi, mais tes alliés ont de bonnes raisons de t'aider. Mais quand on voit des pans entiers de ton armée qui font défection, certains rejoignent même l'ennemi. Quand on se rend compte que toi, tu as cherché le soutien des parrains de l'ennemi, dans le dos de tes alliés, pourquoi veux-tu qu'on prenne tous les risques pour te défendre? Ça ne sert à rien. Tu as perdu, en fait, tu as perdu le contrôle. Tu as perdu le contrôle de la situation. Et ça, c'est la troisième raison. C'est l'ambiguïté des méthodes du régime de Bachar el-Assad lui-même. Le fait que lui-même a eu recours aux groupes terroristes qui instrumentalisent l'islam pour tuer, semer la terreur, exactement comme l'OTAN instrumentalise les groupes terroristes pour tuer et semer la terreur, exactement comme aujourd'hui le pouvoir turc de Erdogan instrumentalise les terroristes pour semer la terreur en Syrie, tout ceci ayant pour but le contrôle des richesses gazières et pétrolières extraordinaires de la Syrie. Vous avez compris? D'où, nous, Africains, on peut en tirer une troisième leçon. C'est que nous devons redoubler de cohérence. Nous devons redoubler de sérieux et de rigueur dans nos alliances. Une alliance suppose la fidélité à ses engagements. Une alliance suppose une capacité d'être loyal à ses engagements. Une alliance suppose qu'on ne cherche pas à ruser et à tromper ses alliés. On revient toujours à cette vérité qui est la base des relations humaines les plus solides. Ça, c'est une leçon. Vous ne pouvez pas être d'un côté engagé avec le monde multipolaire, donc la Russie, l'Iran, etc. Et puis de l'autre côté, essayez de vous engager avec ceux qui combattent l'Iran et la Russie. Si vous le faites, quand vous serez en difficulté, ne comptez pas sur l'Iran et la Russie pour vous sauver. Vous comprenez? Beaucoup croient qu'être malin, c'est avoir, pour ainsi dire, des amis partout. C'est-à-dire, pour ainsi dire, être l'ami de tout le monde. La diplomatie qui consiste à être l'ami de tout le monde, c'est elle qui conduit à des fins catastrophiques comme celle de Bachar el-Assad. Vous ne pouvez pas dans ce monde être l'ami de tout le monde. Vous ne pouvez pas. Oui, comment il s'appelle? Il y a un certain Alpha Omar Diallo qui nous trouble dans la classe de l'Afrique des libertés. Nous allons gentiment le dégager. C'est fait. Monsieur Alpha Omar Diallo, allez vous faire voir ailleurs. C'est bon, il est dégagé. Voilà. Alpha Omar Diallo bloqué. Qui d'autre trouble la classe de l'Afrique des libertés? Donnez-moi les noms. Les troubleurs, on les fout dehors. Dimanche, là, on n'a vraiment pas le temps. On n'a pas le temps de nous amuser avec les garnements. Le docteur des preuves est au travail. Donc, tous ceux qui ne veulent pas bénéficier d'une modeste lumière, qu'ils vaquent à leurs occupations. Sinon, bloquez tout. Bloquette. Sinon, Menkiroué, je te coupe. Comme on dit en Bassa Bantou, Menkiroué, je te coupe. C'est tout. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui trouble encore là, vous me précisez son nom. On l'envoie au diable ouvert. Bon. Donc, la troisième raison pour laquelle Bachar el-Assad tombe, c'est le cafouillage d'alliance. C'est la volonté de passer dans le dos de ses alliés principaux et de négocier avec les pires ennemis de ses alliés. Donc, en fait, il a tenté à certains moments de manger à tous les râteliers. Ça ne marche pas comme ça. Et c'est une leçon pour l'Afrique. C'est une leçon pour l'Afrique. Enfin, il y a une quatrième leçon extrêmement importante, la chute de Bachar el-Assad. Alors, cette chute est l'occasion pour les Africains de voir très clairement que Al-Qaïda et l'État islamique sont vraiment des organisations qui sont des supplétifs de l'OTAN. La crise syrienne est un tableau clair. L'OTAN s'est affichée ouvertement comme étant le soutien des terroristes. La totalité des États de l'OTAN a soutenu les terroristes qui ont envahi la Syrie. L'Afrique a, avec la Syrie, l'occasion de comprendre une dernière fois, une bonne fois pour toutes, qu'elle n'est pas attaquée pour des raisons religieuses, par de soi-disant djihadistes, elle est attaquée par des mercenaires terroristes de l'OTAN.
Regardez l'alignement de tous les grands médias occidentaux derrière les organisations terroristes qui ont renversé Bachar el-Assad. C'est un alignement éclatant. Tous les grands médias occidentaux ont ouvertement soutenu l'attaque terroriste contre la Syrie. Ce qui permet aux Africains de savoir qui est derrière les terroristes qui attaquent l'Afrique. Les terroristes qui attaquent l'Afrique sont des mercenaires otaniens. C'est la vérité. La Syrie nous l'enseigne. Et la Syrie est l'occasion pour les pays africains qui coopèrent avec un certain nombre de puissances du Moyen-Orient, soit alliés de l'OTAN, soit membres de l'OTAN. L'occasion pour les Africains de connaître ces puissances et de savoir qu'elles se caractérisent toutes par une duplicité profonde. Tous ceux qui marchent avec cette alliance de l'OTAN, ce sont des gens qui du jour au lendemain se retrouvent parmi vos ennemis. La Syrie est un tableau d'école pour les dirigeants africains. Je vois toujours les dirigeants africains qui se lèvent. Ils vont au Qatar, ils vont aux Émirats arabes unis, ils vont en Arabie saoudite, ils vont au Bahreïn, ils vont dans toutes ces monarchies du Golfe et ils font de l'âge sourire. Personnellement, je me demande si ces dirigeants ne savent pas que ces pays sont les principaux cofinanciers des organisations terroristes. Quand tu te lèves chez nous en Afrique, tu t'en vas au Qatar. Est-ce que tu sais que le Qatar est l'une des puissances du Moyen-Orient qui a amplement contribué au saccage de la Libye, c'est-à-dire à la déstabilisation de l'Afrique? Je pose cette question. Nous sommes le dimanche 8 décembre. Et les Africains, nous devons poser cette question à nos dirigeants. Est-ce que vous ne savez pas que le Qatar a participé directement? L'armée qatari faisait partie de ceux qui ont bombardé et cassé la Libye. Est-ce que vous ne savez pas que la base arrière de l'organisation Al-Qaïda, sa base principale au Moyen-Orient, c'est le Qatar, et dans la ville de Doha? Vous le savez ou pas? Je pose cette question à nos dirigeants africains. On doit poser la question des relations diplomatiques avec les pays du Moyen-Orient qui sont les principaux cofinanciers du terrorisme international. Pourquoi nos dirigeants n'ont-ils pas le courage de poser cette question? Moi, j'ai une réponse. Je sais pourquoi nos dirigeants n'ont pas le courage de poser cette question en Afrique. C'est à cause de la prédominance spirituelle de ce Moyen-Orient sur une bonne partie de notre continent. Écrivez ça. Écrivez, écrivez. Je suis le serviteur de l'Afrique des libertés. C'est la seule raison. C'est la seule raison pour laquelle les dirigeants africains ne posent pas au grand jour le problème du rôle du Moyen-Orient dans la déstabilisation de l'Afrique. Pourtant, après l'Occident politique, le Moyen-Orient est au cœur de tous les ravages que nous connaissons en Afrique. Il n'y a pas qu'Israël. Toutes ces monarchies-là, toutes ces monarchies pétrolières du Golfe sont liées aux groupes terroristes qui ensanglantent le continent africain. Et les dirigeants africains ont du mal à traiter d'égal à égal avec le Moyen-Orient parce que le Moyen-Orient a un ascendant spirituel sur une bonne partie de l'Afrique. C'est ça la raison. Donc sans la souveraineté, on ne parle pas souvent de cela, mais tant que l'Afrique n'a pas accédé à sa souveraineté spirituelle, elle ne sera pas entièrement libérée. C'est le docteur des preuves qui vous dit ça aujourd'hui. Regardez quelles sont les puissances qui sont derrière les terroristes en Syrie. Ce sont ces mêmes puissances-là avec lesquelles nous faisons gratuitement et naïvement ami en Afrique. Derrière les terroristes en Syrie, il y a la Turquie d'Erdogan. Erdogan, lui, il assume ça clairement. Alors, il a un problème, Erdogan. C'est que une partie des rebelles kurdes, les indépendantistes kurdes, qui ensanglantent la Turquie, eh bien, sont en relation d'alliance avec les Kurdes syriens. En relation d'alliance avec les Kurdes irakiens. Parce qu'ils ont le projet de créer un État kurde
qui va récupérer une partie de la Syrie, une partie de l'Irak et une partie de la Turquie. Donc Bachar el-Assad, comment il s'appelle, Recep Tayyip Erdogan, n'a jamais hésité à financer des groupes terroristes pour fragiliser la Syrie, parce qu'il ne veut pas, justement, que la Syrie permette aux indépendantistes kurdes de réaliser leur projet d'État kurde au détriment de l'État turc. Ça, vous devez le savoir. Mais l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, toutes ces petites monarchies du Golfe, leur argent est dans les organisations terroristes. Le monde entier le sait. Leurs banques ont brassé et brassent l'argent du terrorisme, qu'elles blanchissent à volonté et à outrance. Le monde entier le sait. Les leaders des organisations terroristes vivent libres dans ces pays. Au Qatar, par exemple, ils sont logés dans des hôtels 5 étoiles et ils sont protégés par l'État qatari. Vous avez bien vu quand ils ont repris le pouvoir en Afghanistan que c'est à Doha, au Qatar, qu'ils ont négocié avec les Américains. Al-Qaïda qui a repris le pouvoir en Afghanistan, là, les leaders étaient au Qatar. C'est au Qatar qu'ils se sont entendus avec les Américains sur les modalités du transfert du pouvoir. Ceux qui entrent, sont en train d'entrer à Damas. Ce sont les leaders des organisations terroristes, financées par l'OTAN, financées par les monarchies du Golfe. Et ce sont les mêmes organisations terroristes, d'Al-Qaïda et l'État islamique, qui ensanglantent l'Afrique. Et les pays africains victimes font ami-ami avec le Qatar, ami-ami avec l'Arabie Saoudite, ami-ami avec les Émirats Arabes Unis, ami-ami avec le Bahreïn, ami-ami. On envoie des délégations là-bas pour faire du business. L'énergie qu'on a à dénoncer l'impérialisme occidental, on ne l'a pas à dénoncer l'impérialisme moyen-oriental. Pourtant, ce sont deux impérialismes alliés contre l'Afrique. Deux impérialismes alliés contre l'Afrique. L'impérialisme occidental et l'impérialisme moyen-oriental. Est-ce que c'est clair? Il faut que les Africaines et les Africains aient le courage de regarder la vérité en face. Si l'Afrique n'a pas récupéré sa pleine souveraineté spirituelle, l'Afrique ne pourra pas se libérer entièrement des impérialistes. L'Afrique ne pourra pas entièrement se libérer des impérialistes si elle n'a pas récupéré sa souveraineté spirituelle. Nous, Africains, notre terre sainte, c'est l'Afrique. Tout Africain qui ne considère pas l'Afrique comme sa terre sainte, il n'est pas encore libéré. Oui, les Occidentaux ont leur terre sainte ici, à Rome, au Vatican. Hein? Les Moyen-Orientaux ont leur terre sainte à la Mecque. C'est chez eux là-bas. Les Chinois ont leur terre sainte chez eux. Et dans les temples tibétains. C'est chez eux là-bas. Les Japonais shintoïstes ont leur terre sainte au Japon. C'est chez eux là-bas. Nous les Africains, on n'a pas de terre sainte. À moins que nous soyons libérés spirituellement pour considérer toute l'Afrique, et notamment l'Afrique noire, comme la terre sainte des Africains. C'est notre terre sainte. Moi, Nyamsi Wa Cameroun, Wa Africa, je proclame que l'Afrique, c'est ma terre sainte. Je n'en ai pas d'autre au monde. Chacun va au ciel par sa terre sainte. Moi, je vais au ciel par la terre de mes ancêtres. Au nom de Dieu. Oui, job. Mon chemin vers le ciel, là, je passe par mes ancêtres. Je passe par Cameroun Nyamsi, dit Jacques Nathan Nyamsi. Ngobason Naomi. Et puis on remonte. Cameroun Nyamsi son père s'appelait Kon Raphaël. Au-dessus de Kon Raphaël, il y a Willem Nyamsi. Au-dessus de Willem Nyamsi, il y a Mbende Nyamsi. Au-dessus de Mbende Nyamsi, il y a Akou Nyamsi. Voilà comment on monte. Tous ceux qui parmi eux sont angélisés, ils sont mes médiateurs jusqu'à Dieu. Quand je vais à Lokat, en Pays Bassa, chez ma mère, qui est une Ngobasson, je trouve son père, Daniel Basson, Ngwem. Je trouve le père de son père, Ngwem.
Basson. Je monte au-delà de Ngouem Basson. J'entre maintenant dans le foyer de Lorungongo. Et je commence à monter jusqu'à Dieu. Voilà le chemin. Voilà le chemin. Ma terre sacrée, c'est mon pays natal. L'Afrique. Tout Africain qui se promène ici dehors et qui ne considère pas l'Afrique comme sa terre sacrée, il n'est pas libéré. Écrivez ça. Tila Naomi. Si l'Afrique n'est pas ta terre sainte, tu n'es pas libre. Tous les peuples libres de ce monde considèrent leur terre comme sainte. Leur terre à eux, la leur, pas celle des autres. Yamewa. Oui. Quand je suis au Cameroun, je suis dans ma terre sainte. Quand je suis en Afrique en général, je suis dans ma terre sainte. C'est la terre de mes ancêtres. C'est là que la plupart des nombrils des miens sont enterrés. Et le lien aux ancêtres angélisés, le lien au Tout-Puissant, c'est toujours à partir de tes ancêtres. C'est pas par les ancêtres des autres que tu rejoins le Seigneur. C'est faux. C'est cela que disent toutes les Écritures. Honore ton père et ta mère. Et ainsi, tes prières seront agréées par Dieu, qui les a tous créés et qui t'a rendu possible grâce à eux. Voilà l'un des problèmes qu'a l'Afrique. Face à l'impérialisme moyen-oriental, l'Afrique se présente démunie. L'Afrique se présente comme un manchot à qui on demande de prendre son courage avec deux mains. Toi, tu as déjà vu quelqu'un qui est manchot et qui prend son courage avec deux mains? Comment quelqu'un qui n'est pas spirituellement souverain peut affronter quelqu'un qui est spirituellement souverain? Quand tu n'es pas spirituellement souverain, tu as peur de la malédiction des autres. Quand tu n'es pas spirituellement souverain, tu as peur de la malédiction des autres. Tu as peur que si on dit un mot contre toi, depuis le Vatican, ou bien depuis la Mecque, ou bien je ne sais pas depuis quel endroit là, Jérusalem, hein, les Juifs, ils ont leur terre là. Si on dit un mot contre toi là-bas, ouais, tu es fini. Ma kuchimo, ma wo, ma wuyao, ma misaleo. Et la terre de tes ancêtres, qu'est-ce qu'elle vaut dans ta vie? La terre de tes ancêtres, qu'est-ce qu'elle vaut? Si les autres peuvent te maudire à partir de la terre de leurs ancêtres, toi aussi tu peux les maudire à partir de la terre de tes ancêtres. Oui ou non? Et c'est Dieu qui va arbitrer entre toutes les malédictions, celles qui sont légitimes ou pas. Et Amewa, aimons notre terre africaine. Nous, Africains, partout où nous sommes dans le monde, nous sommes orientés vers l'Afrique. Moi, je regarde vers l'Afrique. C'est ma terre sainte. C'est par là-bas que je rencontre Dieu. Parce que je suis africain. Et que je sais que Dieu a voulu que je sois à travers mes ancêtres. Ma terre sainte, c'est l'Afrique. Si ta terre sainte, c'est une autre, il ne faut pas t'étonner que tu ne sois pas capable de te libérer. Si ta terre sainte, ce n'est pas ton pays, si ta terre sainte, ce n'est pas l'Afrique, ne t'étonne pas que tu ne t'en sortes pas. Tu quittes des mains de tel maître et tu te retrouves dans celles de tel autre. C'est ça, hein? Et voilà pourquoi, dans tous nos pays africains, les victimes qui n'ont pas été enterrées correctement, les innocents qui ont été massacrés et qu'on n'a pas justifiés, qu'on n'a pas honorés, à qui on n'a pas demandé l'apaisement, les millions de personnes qui ont été contraintes soit à l'exil, qui ont été exterminées, toutes ces âmes qui ont été gâchées, c'est cela qui fait que nos pays sont moralement et spirituellement bloqués. Parce qu'un pays où on n'a pas honoré les héros ne peut pas se libérer. Parce que les énergies du monde spirituel, du monde mental, du monde intellectuel, du monde moral, ne peuvent pas descendre fluidement dans un peuple qui n'a pas honoré ses plus nobles représentants.
Je prends l'exemple du Cameroun. On a tranquillement massacré entre 1955 et 1971 1 million de personnes au Cameroun. Il n'y a jamais eu de rituel de purification. Il n'y a jamais eu de rituel en l'honneur de ces personnes. Ces personnes n'ont même pas un grand monument national. Il n'y a même pas un jour où toutes les Camerounaises et les Camerounais sont appelés à saluer leur mémoire. Comment le pays peut-il se projeter vers l'avant alors qu'il n'a pas enterré ses innocents, alors qu'il n'a pas honoré ses héros? Quelle nation a pu se relever d'un tel mensonge à son propre esprit saint? Et on peut appliquer ce raisonnement à plusieurs pays africains. Si nous ne sommes pas capables d'affronter ceux qui nous considèrent comme des bêtes de somme, ceux qui manipulent les groupes terroristes, ceux qui financent le terrorisme, si nous ne sommes pas capables de les affronter sur le terrain des idées et sur celui de la matière, mais ne nous plaignons pas de nos malheurs. Ça veut dire que nous sommes les auteurs de nos malheurs. La Syrie est un immense écran de télévision pour enseigner aux Africains les erreurs qu'on ne doit pas commettre. J'ai relevé 5 leçons de l'expérience syrienne. Première leçon, toujours veiller à ce que le pouvoir soit légitime, c'est-à-dire que le pouvoir soit soutenu par le peuple. Ne jamais s'amuser à installer sur la très longue durée un pouvoir qui n'a pas le soutien du peuple. Leçon 1. Ce qui se passe en Syrie nous le dit. C'est un avertissement à tous ceux qui, en Afrique, conçoivent que le pouvoir est une affaire qui appartient à leur famille. C'est un avertissement à Paul Biya et à ceux qui grouillent actuellement dans son dos pour récupérer la présidence du Cameroun parce qu'il serait issu du spermatozoïde de Paul Biya. On a vu comment ça se passe au Gabon. On voit comment ça veut se passer en Guinée équatoriale. C'est un avertissement pour eux tous. On voit comment ça se passe au Congo. On voit déjà Denis Christel qui est là, il marche derrière son père, il pense que le Congo, le fauteuil du président lui appartient. Il faut que tous ces gens-là méditent. On voit les troisièmes mandats qui se succèdent sur le continent. La volonté d'accaparement du pouvoir. Derrière tout ça se cachent les plans de monarchisation. On voit l'état dans lequel se trouve aujourd'hui le Tchad. Les difficultés sérieuses dans lesquelles se trouve le régime Déby. Mais ça vient du fait que le régime est illégitime dès l'origine et qu'il n'a pas réussi à se réconcilier pleinement son peuple. Un tel régime est nécessairement fragile. Il faut méditer sur cette affaire de on confisque le pouvoir et on se le donne de père en fils. Le Togo qui est là, il doit méditer. Il doit méditer sur la structure et les conditions de naissance de son régime. Faure Gnassingbé. Doit méditer Ouattara, qui tout le temps raconte à son clan comment ils doivent rester si lui venait à mourir. Avec Téné Birahim alias La Fiole, qui est prêt à tuer tout le monde pour monarchiser la Côte d'Ivoire. Réflexion à Karim Wade, il est assis au Qatar là-bas. Il croyait que le pouvoir là au Sénégal, ça se donne de père en fils. Il a vu le danger que courait le Sénégal avec la tentation qui était pour lui d'hériter de son père. Il a vu Karim Wade. On voit ça partout. Deuxième avertissement. Mais les alliés ne peuvent pas vous soutenir lorsque votre propre armée, lorsque vos propres forces vives vous lâchent. Donc il faut continuer à consolider l'État africain. Mais la consolidation de l'État, elle se fait par la justice sociale, la justice économique. Plus vous êtes juste envers les gens, plus vous assurez des opportunités d'épanouissement à votre peuple, plus vous renforcez son adhésion à votre pouvoir. Plus vous êtes systématiquement enclin à utiliser la violence, la brutalité, la prison pour les moindres contestations, plus vous perdez la confiance de pans entiers de votre peuple. Et quand votre régime entre en difficulté, il est facile à accueillir. Il est facile à accueillir. Il est facile à accueillir. Troisième élément important de la leçon que nous tirons de cette affaire. Le double jeu dans les alliances. La volonté de manger à tous les râteliers. Attention.
quand on est dans une lutte anticolonialiste, anti-impérialiste, on ne s'allie pas avec les puissances colonialistes et impérialistes. On les évite. On ne les associe pas à ces secrets. Parce que ces puissances, par définition, sont traîtresses. Ces puissances, par définition, sont traîtresses. N'est-ce pas? Mais, quatrième leçon, extrêmement importante. On a bien compris la nature de l'agression que subit l'Afrique. On a bien compris la nature de cette agression. Et on sait que l'Afrique n'est pas l'objet d'une guerre religieuse. Les prétendus djihadistes sont en fait des organisations terroristes armées par l'OTAN et les puissances du Moyen-Orient contre l'Afrique. La Syrie nous donne l'occasion de voir ça comme ça en plein jour. Et on a eu l'occasion de voir les médias occidentaux, sans honte, soutenir les organisations terroristes. Tout comme on les a vus quand ils ont cru que Prigojine allait renverser Poutine, devenir des soutiens de Prigojine. En un week-end, toute la presse occidentale était devenue prigoginienne. Prigojine était présenté comme un héros, comme un bon Dieu, dans l'espoir qu'il renverse Poutine. Vous avez vu la presse occidentale pendant toute cette campagne fulgurante contre Bachar el-Assad. Elle a soutenu massivement les terroristes. Elle leur a accordé des interviews à la une, sur CNN, sur MSNBC. Tous les grands médias de l'OTAN se sont offerts aux terroristes pour que les terroristes plastronnent. Ils les ont habillés de noms nobles, rebelles, indépendantistes, séparatistes. Et c'est ce que nous voyons. C'est la stratégie que nous les voyons mettre en œuvre en Afrique contre la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Donc, la Syrie, je le dis bien, c'est un tableau clair. Pour les Africains, les derniers qui dorment, n'ont qu'à lire les événements de Syrie. Et ils savent à qui on a affaire. Et enfin, cinquième leçon. La souveraineté spirituelle est un élément important de l'émancipation africaine. Je ne dis pas qu'on ne doit pas, on ne peut pas être africain et chrétien. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être africain et musulman. Non, on peut être africain et juif. Mais on doit d'abord être africain. Je recommence. On peut tout à fait être africain et chrétien, africain et musulman, africain et juif, africain et traditionnaliste africain. Mais dans tous les cas, il faut d'abord être africain quand on est africain. Yamewa, nous sommes d'abord africains. Donc pour nous, Africains, la première terre sacrée, c'est l'Afrique. D'ailleurs, l'Afrique, c'est le premier lieu d'habitation de l'humanité. Historiquement, on sait que l'être humain a été créé par le Tout-Puissant sur notre continent. Nous sommes le jardin originel de l'humanité. Nous, Africains. Nous sommes le berceau de l'humanité. Donc, il n'y a pas de terre plus sacrée que l'Afrique. L'Afrique est la plus sacrée de toutes les terres, pour toute l'humanité. Parce que c'est en Afrique que l'humanité a vu le jour. Elle est le berceau de l'humanité. Et les Africains doivent prendre conscience d'être les héritiers de la plus sacrée des terres du monde. La première terre humaine. Imbaayem. En Bassa Bantou, ça veut dire chez moi. Quand je marche dans les rues d'Occident, les rues d'Amérique, les rues d'Asie, moi, Africain, je sais que je viens de la première grande humanité terrestre. Tu ne peux pas m'intimider. Avec tes malédictions vaticanesques, tes malédictions méquistes, tes malédictions jérusalémistes ne me touchent pas. Non pas que je néglige ta croyance, je dis simplement que je viens d'Afrique. Mes ancêtres avant les tiens honoraient le Tout-Puissant. Le fondateur des trois monothéistes, des trois religions monothéistes est un Africain d'éducation, de civilisation. Il s'appelle Moïse, Moussa, Moshe. Le père du monothéisme est un prince négro-égyptien. Écrivez ça. C'est une vérité scientifique. Je dis bien scientifique. Donc on ne va pas venir impressionner les Africains avec la sacralisation des terres des autres et la désacralisation de leurs propres terres. Ça, c'est un élément fondamental de la libération de l'Afrique. Quand l'Afrique se sera resacralisée, quand la terre africaine sera la terre sainte, première de tous les Africains,
ou de leur écrasante majorité, il ne sera plus possible pour nous d'être complaisants envers telle ou telle domination. Nous aurons entièrement recouvré notre souveraineté. La souveraineté, elle est militaire, elle est économique, elle est politique, elle est culturelle et par-dessus tout, la souveraineté est spirituelle. Voilà les 5 souverainetés. Souveraineté militaire, sécuritaire, souveraineté économique, souveraineté politique, souveraineté culturelle en général et 5e souveraineté, la couronne suprême de la souveraineté, souveraineté spirituelle. Quand tu possèdes ces 5 souverainetés en toi, quand tu les possèdes dans ton pays, quand tu les possèdes dans ta région, quand tu les possèdes dans ton continent, tu es respecté même par tes pires ennemis sur la terre. Quand tu passes, ils disent, voilà un homme. Voilà un homme qui passe. Voilà. Voilà un être humain. Voilà une femme humaine qui passe. Quand tu passes et que tu as en toi ces 5 souverainetés que j'ai évoquées, on sait que quelqu'un ou quelqu'une passe. Énorme longueur. Et c'est à cela que nous travaillons. Nous travaillons à rendre à chaque Africaine et à chaque Africain les 5 souverainetés. La souveraineté sécuritaire, la souveraineté économique, la souveraineté politique, la souveraineté culturelle et la souveraineté spirituelle. Ces souverainetés ne signifient pas la fermeture à l'autre. Quand tu es souverain, tu peux justement accueillir. Quand tu es souverain, tu peux être hospitalier. Parce que tu es assis en toi-même. Parce que tu as ta force en toi-même. Tu ne peux pas inviter quelqu'un à manger chez toi alors que tu n'as pas à manger. Tu ne peux pas inviter quelqu'un à partager quelque chose avec toi alors que tu n'as rien à partager. Donc tu dois t'efforcer d'être souverain pour pouvoir avoir des relations équilibrées avec les autres. Tu dois t'efforcer d'avoir une assise en toi-même. Ce que les Allemands appellent la Selbstständigkeit. Dans la langue allemande, stenden. Stehen veut dire se tenir. Selbststehen, se tenir en soi. Et la Selbstständigkeit, c'est le se tenir en soi. Dans ma langue Bassa Bantou, ça s'appelle Koundé. Ou Lamabana Koundé. Tu dois avoir une autorité en toi-même. Ça s'appelle le Koundé. K-U-N-D-E, accent grave. En Bassa Bantou. Ou Lamabana Koundé. Tu dois avoir le pouvoir, l'autorité. Mais cette autorité se décline en ces 5 phases. En tant qu'individu. Et en tant que société, en tant que nation, en tant que communauté historique, en tant que continent, on a besoin des 5 souverainetés. Alors, beaucoup ont tendance à s'arrêter à la souveraineté politique. Ne sachant pas que vous ne pouvez pas avoir une véritable souveraineté de défense, une véritable souveraineté économique, une véritable souveraineté politique si vous n'êtes pas culturellement et spirituellement souverain. C'est-à-dire que si vous n'avez pas votre chemin à vous pour aller vers Dieu. Oui, si votre chemin vers Dieu passe par la souveraineté d'un autre, vous n'êtes pas pleinement souverain. Vous n'êtes pas pleinement souverain. Et voilà pourquoi la Russie a bâti l'église orthodoxe russe. Et il y a le pape orthodoxe, il est là-bas, en Russie. Ce n'est pas le pape de Rome qui commande à l'église russe. Non. Il y a l'église orthodoxe russe. Oui. Qui n'obéit pas à Rome. Ils ont compris ça, les Russes. Ils ont compris ça, ils ont dit non. La terre sacrée des Russes, c'est la Russie. Et ils l'appellent parfois, dans les milieux orthodoxes, la Sainte Russie. Oui. Pour les Russes, la première terre sacrée du monde, c'est la Russie. Et Amewa, toi, Africain, tu marches là, bon.
La terre sacrée, c'est toujours là-bas. Ah non, je dois prendre l'avion pour aller à Jérusalem. Ah, je dois aller. Et tes ancêtres, c'était tous des couillons. Aucun d'entre eux ne savait prier. Il n'y a aucun endroit sacré chez toi. Il n'y a aucun endroit sacré. Dans le village de ton père, dans le village de ta mère, on ne t'a jamais dit qu'il y a un endroit sacré. Il n'y a pas de bois sacré. Il n'y a pas de lieu religieux sacré chez toi sur lequel tu puisses ancrer ta foi. Mais ta propre maison en Afrique, c'est pas sacré. C'est pas là qu'ont vécu tes parents. La case de ton père, de ton grand-père, leur plantation, leur tombe, tout ça là n'est pas sacré. Tu vas chercher le sacré où? Mais l'Afrique se fait massacrer parce qu'elle cherche son sacré chez les autres. Quand tu t'en vas chercher ton sacré chez les autres, ce sont les autres qui te donnent des bénédictions ou des malédictions et tu y crois. En plus, tu y crois. Quelqu'un qui ne te considère pas comme étant détenteur d'un sacré, d'une souveraineté, et il te maudit, tu crois. Il te bénit, tu crois. Comment veux-tu être libre? Tu ne peux pas. On l'abbé, tu ne peux pas. Et c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Alors, en résumé, la chute de Bachar el-Assad était un événement parfaitement prévisible. Il faut saluer les alliés de Bachar el-Assad qui, pendant plus de 13 ans, l'ont tenu à bout de bras, dans l'espoir qu'il puisse réussir à se réconcilier le peuple syrien et sortir de la malédiction du régime héréditaire dont il avait hérité. Les alliés de Bachar el-Assad l'ont aidé du mieux qu'ils ont pu. Il a quand même pu tenir 24 ans de pouvoir. Son père en a fait 30. Ça suffit. 54 ans de la famille el-Assad, ça suffit. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui arrivent au pouvoir en Syrie vont apporter à la Syrie le bonheur. La Syrie entre dans une période catastrophique. Elle va connaître incontestablement des malheurs plus grands. Puisque ceux qui ont financé les terroristes les ont financés pour pouvoir piller davantage la Syrie. Bachar el-Assad a tenu du mieux qu'il pouvait. Tout le temps qu'il était là, il était bombardé par Israël, attaqué par les Américains. Même l'aéroport de Damas, ils n'ont jamais voulu que ça fonctionne. Il faut quand même dire que sans le soutien de la Russie et de l'Iran, mais il n'aurait pas tenu 24 ans à la tête de ce pays. Donc, les alliés de Bachar el-Assad et Bachar el-Assad eux-mêmes ont compris qu'il valait mieux que lui, Bachar el-Assad, se retire pour qu'il ne soit pas tué comme Kadhafi l'a été. Il vaut mieux qu'il se retire et que les forces politiques syriennes se débrouillent pour chercher une solution du vivre ensemble syrien. Car en fait, la chute de Bachar el-Assad, à mon avis, est simplement une phase intermédiaire de la future guerre civile syrienne. Le problème syrien n'est pas résolu. Un pays qui est pris en tenaille par plusieurs puissances, un pays dont les groupes politiques sont manipulés par plusieurs puissances à la fois, ne peut pas trouver la paix. La Syrie va se retrouver dans une situation comparable à celle de la Libye actuelle. Elle va être prise en tenaille et elle va être exploitée de cette façon. On entre dans une période d'instabilité terrible pour la Syrie. Je plains ceux qui se réjouissent dans les rues de Damas en pensant avoir retrouvé la liberté. Ils n'étaient pas tout à fait dans la liberté, mais ce n'est pas la liberté qu'ils vont retrouver. Ils vont entrer dans une zone d'incertitude maximale. Et ça, c'est la trace de la déstabilisation signée OTAN. Quand l'OTAN passe quelque part, ça donne ça. Ça donne ce type de déstabilisation. Je profite une fois de plus de cette conférence pour recommander ardemment aux gens de lire ce livre. Il existe en français. Le capitalisme du désastre, ça. Il faut lire ce livre. The Shock Doctrine de Naomi Klein. Naomi Klein explique comment ils procèdent, comment ces gens-là procèdent. Elle explique toute leur méthodologie. Et les Africains, les cadres, les élites en particulier, doivent être au courant des méthodes de travail de ces gens. Comment est-ce qu'ils déstabilisent des nations entières? Ça, on le connaît. Donc, c'est une leçon pour nous dire, en Afrique, préparez-vous. Renforcez la cohésion des États, renforcez la solidarité avec le peuple
renforcer les armées, accélérer le processus d'indépendance économique, de souveraineté économique, accélérer le processus de réforme des systèmes éducatifs pour que les Africains ne grandissent plus avec les idées qui les tuent, mais avec les idées qui les font vivre. Et n'oubliez pas de sacraliser notre propre terre. Nous, Africains, notre terre sainte, c'est l'Afrique. Donc, on a beau être Africain, chrétien, on est d'abord Africain. Africain, musulman, on est d'abord Africain. Africain, traditionnaliste africain, on est d'abord Africain. C'est la leçon qu'il faut retenir. Donc, que toutes les souverainetés soient récupérées, sans exception. De la souveraineté sécuritaire à la souveraineté économique, à la souveraineté politique, à la souveraineté culturelle, à la souveraineté spirituelle. C'est ce que je voulais montrer. Préparons-nous, ils vont tester sur nous toutes les aspérités de leur doctrine du choc. L'ordre par le chaos, le capitalisme du désastre. C'est l'objet de ce très beau livre. J'adore vraiment la capacité, la puissance d'argumentation de Naomi Klein et les exemples extraordinaires qu'elle rassemble dans ce livre. J'en profite pour vous rappeler que à Bamako sortira dans quelques semaines mon propre livre sur la question. Il s'intitule « L'impérial terrorisme, la forme actuelle de l'agression impérialiste occidentale et moyen-orientale contre l'Afrique, avec les preuves irréfutables de l'attaque de l'OTAN, de l'agression de l'OTAN contre l'Afrique. » Il y a un long sous-titre. Ce livre-là, c'est littéralement le concentré des preuves de la nature impérialiste otanienne et moyen-orientale de la déstabilisation africaine. Dans ce livre-là, on ne trouve que des preuves. Toute personne qui possédera mon livre aura toutes les preuves de ce que je dis depuis plus de 25 ans. Et que j'ai dit avec insistance depuis l'invasion de la Libye, la destruction de la Libye par l'OTAN. Tout est rassemblé dedans. Celui qui possède le livre pourra même se promener avec le livre sous les selles comme ça. Dès que quelqu'un commence à parler, dit « Attends, on va te donner, tu veux quelle preuve? Tu contestes quoi ?» On dit c'est l'OTAN qui attaque l'Afrique. Tu veux des preuves? Ok. J'ai le bouquin du docteur des preuves. Et là, les preuves sont consignées avec archives. Prends ton téléphone. Tu as Internet? Oui. Ok. Tape ça. Allons-y. Preuve 1, va lire. Preuve 2, va lire. Preuve 3, va lire. Preuve 4, va lire. Tu dis quoi encore? Ah, tu ne peux plus parler. Ok. Au revoir. Bonne journée. Nous savons qui nous attaque. Et voilà pourquoi nous menons le bon combat. Donc ce livre sort bientôt à Bamako et il sera distribué partout dans le monde. Car il sortira à Bamako pour la distribution en Afrique et il sortira ici pour la distribution en Occident. Vous pourrez y avoir accès en Afrique et en Occident. Et il y aura une version en PDF à la disposition du peuple africain après le lancement de la version papier d'abord. Il faut que la version papier marche bien. Le livre papier, il faut le faire fonctionner. Et le livre numérique vient parachever l'affaire. Voilà. Je vous souhaite un excellent dimanche, mes chers amis. Alors, nous étions plutôt nombreux pour cette émission de mi-journée. Il est 13h18, ça fait 1h18 que je vous parlais. Donc, regardons les événements de Syrie avec lucidité. Ne nous emballons pas. Profitons-en pour bien apprendre. Profitons-en pour prendre des dispositions et ne pas être surpris.